Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité politique. Après l'élection d'Emmanuel Macron, les élections législatives, troisième phase, troisième et dernier scrutin 2017. Les élections sénatoriales, 3 départements sont concernés en Centre-Val de Loire, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Mais tout de suite, on s'intéresse avec nos 3 invités à la rentrée politique. Tout d'abord avec vous, Pierre Halloran. Vous êtes politologue et doyen de la faculté de droit et de gestion d'Orléans. Bonjour. Bonjour. Nous a rejoint aussi ici sur le plateau Philippe Adef, journaliste et rédacteur en chef de la Tribune Hebdo à Orléans. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Mourad Guichard, vous êtes journaliste indépendant et correspondant de médias nationaux dans la région. En quelques mois, les cartes ont été redistribuées en France et dans la région. Dans un instant, on va faire le point sur les personnalités fortes de la scène politique. On va même jouer un petit jeu. On vous a réservé quelques surprises pour découvrir ces nouveaux patrons en Centre-Val de Loire. Mais tout d'abord, petit retour sur ces derniers chamboulements avec vous, Pierre Halloran. Alors, cette année politique 2017, on peut dire qu'elle est déjà inédite. Oui, tout à fait. D'abord pour une raison de calendrier, puisque, à ma connaissance, c'est la première fois, au moins sous la Ve République, et même, je crois, de l'histoire, que les 3 scrutins majeurs, c'est-à-dire les 2 élections pour les assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, et l'élection présidentielle ont lieu la même année. Donc c'est déjà inédit. Première fois de la Ve République. Et puis, on s'en souvient tous, à la fin du printemps et au début de l'été, il y a eu quand même un renouvellement très fort qui était déjà inscrit dans les candidatures, puisque pour l'une des premières fois, sauf décès de président, il n'y avait pas de président sortant se représentant et même pas d'ancien président, puisqu'on se souvient que Nicolas Sarkozy avait été battu aussi aux primaires. Donc c'était une élection très inédite. Et puis, il y a eu un renouvellement dans le sillage de cette élection présidentielle très fort de l'Assemblée nationale, le plus fort depuis le début de la Ve République. On va en rediscuter. Philippe Adef, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'on réfléchisse aujourd'hui à une problématique de reconstruction et qu'on a vécu là une vraie phase de destruction. C'est-à-dire que les partis traditionnels se sont complètement affaissés sous les coups de boutoir d'Emmanuel Macron et de son parti En Marche, et qu'aujourd'hui tout le monde est en train de se chercher, d'essayer de trouver un nouveau souffle. Et au-delà de cette problématique, effectivement, il y a ce renouvellement, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui est aussi lié au non-cumul des mandats. Effectivement, il fallait faire un choix et on a pu voir arriver de nouvelles têtes. Le non-cumul des mandats, on va y revenir aussi avec ces élections sénatoriales. Mourad Guichard, très rapidement, comment se déroule pour vous cette rentrée politique ? On se repose un petit peu là ou ça repart déjà de plus belle? Non, ça repart avec des vrais débats. Il y a des débats sur le fond. Il y a juste une sorte d'amateurisme né du dégagisme dont on parlait mes deux camarades, qui fait qu'on a un problème structurel, on a un problème notamment au niveau des députés. On a un problème de suivisme, il n'y a pas forcément de débat en commission. Il y a une impréparation qui fait jour. On va y revenir, on va revenir à ces nouveaux visages, justement. Alors, de nombreuses cartes ont été redistribuées sur la scène politique. On passe au jeu tout de suite. Pour changer, sur qui allez-vous miser maintenant pour cette année politique? Allez, on commence, des réponses brèves. Vous allez voir, il y a beaucoup de cartes qui vont défiler. On va essayer de pouvoir passer tout le monde en revue. On dévoile la première carte. Donc c'est Guillaume Pelletier, 41 ans, nouveau député Les Républicains de la 2e circonscription du Loir-et-Cher. Philippe Adef. C'est un nouveau. C'est-à-dire que c'est un nouveau qui devient un nouveau député, enfin pour la première fois député, et qui joue la carte Vauquier, et il se positionne comme il l'a fait précédemment, toujours prêt à suivre celui qui potentiellement peut être le vainqueur. Deuxième carte, on continue. Philippe Vigier, avec vous, Pierre Halloran. Oui. Non, j'allais en rajouter sur Guillaume Pelletier. Effectivement, il est chef de l'opposition aussi au Conseil régional. C'est quelqu'un qui va compter dans les années à venir. Philippe Vigier, il sort d'une année compliquée, puisqu'il avait perdu les élections régionales qu'on annonçait imperdable en région Centre-Val de Loire. Il s'est bien redressé en gagnant les législatives. Largement. Très largement, effectivement. Et puis en comptant toujours au sein de l'UDI. Il est surtout à l'origine de la défaite des régionales. Et aujourd'hui, c'est inconstructif. On continue. Alors, une de ces surprises, Marc Fesneau. Surprise un petit peu de l'année 2017, député centriste. Il a été élu président du 3e groupe le plus important de l'Assemblée nationale.
Avec vous, Mourad Guichard, alors? Oh, c'est quelqu'un de bien ancré, je trouve, sur le territoire, notamment dans sa commune, voilà, du Loir-et-Cher. C'est un fidèle parmi les fidèles, et il a été, je rappelle quand même, élu, enfin nommé quasiment président de groupe par défaut. Faut aussi s'en rappeler. Il a été nommé parce qu'il est consensuel et parce que c'est un fidèle à Bayrou et que, ma foi, je pense qu'il ne fera pas énormément de vagues. C'est pas un homme à trahir. Et parce que lui, contrairement à Marielle de Sarnez, n'avait pas de problème avec la justice. Oui, absolument. Aussi, on continue, allez. Autre figure connue cette fois, avec vous, François Bonneau, le président de la région, 64 ans. On ne le présente plus, mais bon, là c'est un petit peu compliqué pour lui avec un PS décimé. C'est pas compliqué pour lui, parce qu'en l'occurrence, il a gagné là où on ne l'attendait pas, c'est au niveau des régionales. Et aujourd'hui, il conforte sa position parce qu'il fait un travail qu'on peut estimer relativement remarquable au sein de la région Centre-Val de Loire, et bien malin, qui demain pourra éventuellement lui ravir la place. Je pense que François Bonneau fait un bon parcours et peut se prémunir de toute problématique liée au Parti socialiste. Je suis d'accord avec Philippe, effectivement, même au niveau national, il pèse maintenant, puisque des présidents de région Il a encore un avenir, de c'est gauche... pas le dernier des Mohicans, un petit peu ici, pour le PS. Non, je ne pense pas. Il est effectivement l'un des derniers présidents de région socialiste. Il a conquis, enfin plus exactement, il a été confirmé dans une région qui n'est pas un bastion de gauche. En revanche, petit bémol, et je pense que mes camarades seront d'accord, son équipe est assez affaiblie, avec par exemple la défaite de M. Huvart, le fait que le PS aussi d'Indre-et-Loire soit en miettes, extrêmement divisé et très affaibli. Voilà, c'est compliqué. Et puis effectivement, il n'y a plus grand monde dans le paysage. Il y aura peut-être... Mais la région a du poids aujourd'hui. En étant chef de file de l'économie, elle ne sera pas déstabilisée en interne, en tout cas au niveau régional. Maintenant, la région et les deux métropoles parce qu'encore une fois, il y en a quelques-unes, des personnalités qu'on aimerait voir aujourd'hui. On parlait de proches de François Bayrou, Jacqueline Gouraud, 66 ans, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est ce que j'allais dire. Bon, je connais un petit peu le ministère de l'Intérieur et le corps préfectoral, puisque c'est mon domaine de recherche. C'est une drôle de dénomination, effectivement. Je crois qu'on lui a demandé et elle dit je fais tout ce que Gérard Collomb ne veut pas faire, ou plus exactement, voilà, je suis en doublette. C'est assez étonnant. Bon, elle est surtout chargée des collectivités territoriales. Elle se présente, elle se représente aux élections sénatoriales avec de bonnes chances, je pense, de réussite. C'est quelqu'un d'apprécié et de très, très proche de François Bayrou. On va continuer avec vous, Mourad Guichard. Michel Chassier, 68 ans, président du groupe Front National, candidat aux élections sénatoriales dans le Loir-et-Cher. Je lui vois pas un brillant avenir. Le problème du Front National sur le territoire, il est double. Il est à la fois à l'image de ce qui se passe au national, c'est-à-dire que voilà, ils ont eu le malheur d'être au second tour et de le perdre une deuxième fois et de prouver qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Sur le territoire, je pense je me tourne vers mes camarades, mais les chances sont assez faibles qui comptent dans les années à venir. Je vois plus M. Jevigné. Par exemple. À la limite, il faudrait qu'il s'appelle Michel Chasseur pour avoir une chance dans le département. Oui, Chassier, le naturel. On va continuer un petit peu. Donc là, avec une grosse carte, Marisol Touraine. Plus de mandats d'envergure, l'ancienne ministre de la Santé. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de médecin parmi nous, mais vu sa popularité extrême dans le milieu médical, n'est-ce pas? Non, c'est un peu d'humour. Marisol Touraine, elle a joué, puisque c'est un jeu de cartes, elle a joué, elle a perdu. Elle a essayé de jouer assez finement en mettant son étiquette PS de côté, dans la poche. Voilà, ça a été assez mal ressenti par les électeurs. Elle a tout perdu. Non seulement mal ressenti par les électeurs, mais très, 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 très mal ressenti par les sympathisants et les militants. Bien sûr. En Touraine, je crois qu'effectivement, un retour, en tout cas au sein de son parti d'origine, est plutôt mal engagé. C'est d'autant plus important qu'on lui prêtait des ambitions sur la mairie de Tours. Les municipales de 2020, c'est pas si loin. On sait que Serge Babary, le maire de Tours, est plutôt en partance pour le Sénat. On y reviendra. Que Tours est plutôt une ville de gauche, mais Marisol Touraine a handicapé ses chances. Et elle incarne, si je peux me permettre, elle incarne à peu près tout ce que les électeurs de gauche rejettent et tout ce que les électeurs lambda rejettent, et je pense pas, je lui donne pas d'avenir proche. Alors là, vous me tendez un petit peu une perche pour cette prochaine carte. Donc, une petite surprise. Là, c'est 12 élus, 12 députés. Vous les avez reconnus, La République En Marche, Guillaume Kasbarian, Loïc Kervran, alors on ne va pas tous les citer, Philippe Chalumeau, Caroline Janvier, Stéphanie Rist, enfin François Jolivet. Alors, on va peut-être continuer avec vous, Mourad Guichard.
Les députés La République En Marche, on leur réserve quoi comme avenir? Ils ont un avenir important, voire un boulevard, puisque pour l'instant, on les connaît pas. Je ne peux pas vous donner... Alors certes, il y a eu les vacances, il y a eu les congés parlementaires, mais je ne peux pas vous donner un bilan ou un positionnement de l'un ou l'autre, mais vraiment aucun. On a entendu très récemment Richard Ramos, bien connu des téléspectateurs de France 3 Centre Val-de-Loire. On l'a entendu dans une passe d'armes, au cours d'une passe d'armes très récente, il y a 2 jours de ça, au cours d'une commission. À part ce fait d'armes-là, j'avoue que j'ai encore... On connaît déjà de bons élèves, de mauvais élèves. On a des retours là sur leurs prestations à l'Assemblée? Sur l'Assemblée, non, mais en tout cas sur le territoire, c'est assez intéressant. On pourrait évoquer la problématique de qu'est-ce qu'un député. Finalement, un député, il est là pour voter des lois, il n'est pas là pour représenter un territoire au final. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, que m'a glissé Olivier Carré il y a quelques semaines. Il m'a dit, les députés, pour l'instant, je les ai vus qu'au monument aux morts. Et ce qu'on attend, c'est de savoir de quoi ils vont accoucher. Donc voilà, la pirouette est là et on attend effectivement de voir quel va être leur rôle, au moins au niveau de l'Assemblée nationale, parce que sur le territoire, je pense qu'effectivement, il va y avoir une distance qui va se prendre de façon plus importante au fur et à mesure des années. Je pense que la réponse, elle vient de leur nombre. 12, c'est suffisant pour être des apôtres d'Emmanuel Macron. Ça c'est mal terminé. Ça c'est mal terminé. Qui est Judas? On va voir ce qui arrive. Emmanuel Macron. Alors, dernière carte, cette fois sous forme d'une question. Est-ce qu'il manque quelqu'un, Morag Guichard? Du côté de la France Insoumise, peut-être. Est-ce qu'on va revoir des visages? La France Insoumise s'est toujours pas remise, et le Parti communiste se sont toujours pas remis de leur dissension des législatives, d'autant plus douloureuse dissension que ça avait plutôt bien marché en 2012, au moment de la première élection présidentielle de Mélenchon. Là, on est sur quelque chose qui, je crains pour eux que ce soit durable et qu'on puisse pas arriver à un accord, pour la suite. Donc, tant que ce problème-là n'est pas réglé pour la France Insoumise sur nos territoires, je pense qu'on n'avancera pas. Après, l'avenir du PS donnera peut-être une première clé pour savoir si la France Insoumise peut profiter ou pas d'un PS moribond. Pour l'instant, je ne miserai pas sur ce parti. Il manque peut-être le visage du vainqueur du futur scrutin sénatorial. Alors justement, on va y venir. On conclut sur cette rentrée. À quelles opérations politiques doit-on s'attendre, Philippe Adef ? Le problème est qu'effectivement, on l'a dit en préambule, on est sur une situation inédite. Et effectivement, chacun essaie de travailler dans l'ombre. On le voit par exemple au Parti socialiste, localement, on travaille, on réfléchit où se positionner, quelle place occuper. Et de la même manière, au sein des Républicains, on est en pleine présidentielle pour le parti, les courants se mettent en place, on sent qu'il y a des difficultés parce qu'il y a les constructifs, parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas un positionnement trop à la droite de la droite. Que vont faire les centristes? Comment se positionner? On sent bien qu'il y a effectivement une situation avec un gros point d'interrogation. Ça pourrait être la carte. Quel va être l'avenir du Parti socialiste et des Républicains dans les mois prochains? C'est ça. Oui, et aussi, on peut s'intéresser à la rentrée sociale, qui a déjà bien démarré, une manifestation mardi, une nouvelle grève à venir, Morad Guichard? Oui, alors le problème, c'est la réponse en face. On a été habitué, sous d'autres gouvernements, à ce que on fasse le dos rond et qu'on laisse passer l'orage. Macron et son entourage disent clairement qu'ils ont été élus pour ça et que du coup, alors, oubliant un peu le Front National au passage, le barrage au Front National à l'époque, ils disent clairement, on a été élus pour ça, on fera. Les ordonnances, c'était prévu, on l'avait indiqué. Donc je crains que le mouvement social ait des problèmes de mobilisation dans les mois qui viennent. Sur la durée, ça va être, je pense, très compliqué pour le mouvement social. On va passer à la deuxième partie de l'émission avec un peu d'humour. Je vous laisse apprécier, écoutez. Certains vont me dire ah bon, le Sénat a des activités récentes, d'autres me diront même ah bon, le Sénat a des activités, quand la majorité me dira ah bon, le c'est quoi à quoi. Oui, toujours est-il que le Sénat, ce groupe de 348 parlementaires qui n'ont pas été élus directement par les citoyens mais indirectement et qui sont consultés régulièrement sur les lois sans avoir à les adopter définitivement, ont des activités. Ils font notamment des propositions de leurs bonnes idées. Alors, on vient d'écouter cet extrait d'une chronique. Bien sûr, Nicole Ferroni, vous la connaissez. Je vote Nicole Ferroni. C'est vrai. Donc, c'est un extrait sur la matinale de France Inter en mai dernier, en présence de Gérard Larcher, président du Sénat. Alors, le Sénat, ça sert à quoi? Qui sont les sénateurs? Le savez-vous? C'est vous qui le dites. Tout de suite, on va voir cet extrait enregistré par Flavien Texier et Grégoire Grichois qui ont rencontré des étudiants orléanais. À quoi sert un sénateur et pour quelle durée est-il élu? Donc un sénateur qui s'occupe d'élaborer la loi et de voter la loi avec l'Assemblée nationale au sein du Parlement.
Alors, il a aussi un rôle de contrôle, du gouvernement. Voilà, il représente les collectivités locales, contrairement aux députés qui représentent les circonscriptions. À quoi sert un sénateur et pour quelle durée est-il élu? Donc je vais commencer par la deuxième. Il est élu pour 6 ans. Donc ça se passe en 2 fois. Il va y avoir une première fois là, le 24 septembre, et ensuite une autre moitié dans 3 ans. Son rôle, ça va être, donc en parallèle du Parlement, d'être en deuxième lecture des projets de loi, des propositions de loi. Il a un rôle aussi qui va être multiple parce qu'il a un rôle de contrôle sur le gouvernement. Il doit vérifier la bonne application des lois qui sont votées. Ils ont aussi un rôle en termes de contrôle constitutionnel puisqu'ils peuvent, lorsqu'ils se réunissent entre 60 sénateurs et 60 députés, ce qui est prépondérant puisqu'ils ont un rôle aussi avec la Chambre parlementaire, ils peuvent donner des lois au Conseil constitutionnel pour vérifier si ces lois dites sont conformes à la Constitution. Petite précision, c'est vous qui le dites, c'est chaque semaine sur notre site internet cvdl.france3.fr et sur notre page Facebook, c'est vous qui le dites, consacrée cette semaine donc aux élections sénatoriales. Alors on le voit, ces étudiants sont plutôt bien informés, c'est pas forcément le cas de tous les habitants de la région. Pourquoi, à votre avis, Philippe Adef ? Très simplement parce que les sénatoriales n'intéressent personne, parce que les citoyens ne sont pas appelés à voter. On propose à des grands électeurs d'aller aux urnes, et d'ailleurs pour noter, c'est la seule élection en France qui est obligatoire. En revanche, ce n'est pas totalement absurde. On disait il y a quelques mois, quelques années, que le Sénat ne servait à rien, en tout cas ne servait plus à rien. Aujourd'hui, avec cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, ces députés qui sont un peu plus à l'extérieur de leur territoire, on n'est plus dans le localisme où on vient défendre un dossier de bout de trottoir, le Sénat va devenir la véritable voix des collectivités territoriales. Il y a une pertinence à ce que ce soit justement ces électeurs, ces élus de ces communes, de ces intercommunalités, départements, régions, etc., qui portent ces sénateurs. J'en perds ma voix, et que justement ce soit ces sénateurs qui portent la parole des collectivités. Ça va donner un équilibre beaucoup plus intéressant. Le Sénat va retrouver sa place et ça, c'est pas anodin. Pierre Alaurent, oui, c'est en effet plutôt le rendez-vous des élus locaux. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs ce que dit Philippe, l'un des arguments des sénateurs pour échapper à la loi limitant le cumul des mandats en disant mais nous, c'est pas pareil, puisqu'on représente non pas la population directement, mais on est des élus d'élus, on représente les territoires, donc il serait pertinent, et l'argument n'était pas absurde, même si on peut le réfuter, on pourrait garder un exécutif local. Voilà. Effectivement, il y a un rôle important du Sénat. Alors, c'est une longue histoire, depuis 2 siècles, depuis la Révolution française, on se demande en France s'il faut une chambre ou 2 chambres. Pour résumer très rapidement, c'est vrai que les États-Unis ou l'Allemagne fédérale ont naturellement 2 chambres pour représenter le caractère fédéral, les États de base, ou les Länder en Allemagne. Et puis, en Angleterre, c'est autre chose, c'est un héritage tout simplement d'une chambre aristocratique, la Chambre des Lords, même si depuis on y a fait rentrer Elton John et Arsène Wenger, mais pour renouveler un petit peu le cheptel. Mais en France, où nous avons une nation une et indivisible, où nous avons liberté, égalité, fraternité, il n'y a aucune raison d'avoir une 2e chambre, sauf que l'histoire a montré que ça améliorait la qualité législative. On travaille bien au Sénat, et par exemple, l'un des premiers adversaires du Sénat, qui était Clémenceau, avait reconnu que, voilà, on pouvait préférer le sérieux du travail en commission au Sénat à ce qu'il appelait, ou ce que son ami Jeannet appelait le beuglant, c'est-à-dire voilà, le jeu un petit peu partisan et les polémiques de l'Assemblée nationale. Alors on va faire le point dans la région Centre-Val de Loire à présent. Donc 4167 grands électeurs sont appelés aux urnes dans 3 départements, on le rappelle, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret, soit 8 sièges de sénateurs à pourvoir. Donc avant d'en discuter, on va en discuter ensemble. On va écouter Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé sur le sujet sur France Inter cette semaine. François Patriat, qui est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, parle d'une dizaine de gains possibles de postes. Mais vous savez, l'électorat qui vote pour les élections sénatoriales, c'est un électorat qui a été choisi, élu, à un moment où La République En Marche n'existait pas. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura un raz-de-marée en faveur de La République En Marche au Sénat. Et je ne pense pas qu'il y ait de révolution de palais au Palais du Luxembourg. Alors Morad Guichard, cette révolution de palais au Palais du Luxembourg, vous y croyez, vous ?
Non, j'y crois pas. Vous êtes d'accord avec Christophe Castaner? Oui, il faut le noter. C'est peut-être la première et la dernière fois. Non, je voulais juste, si vous le permettez, revenir sur un propos là, qui a été tenu tout à l'heure sur le fait que les députés En Marche aller naturellement vers un travail national dans l'intérêt de la nation, de la loi. On n'en sait rien pour l'instant. Et moi, on l'espère, moi. Moi, j'ai un peu tendance à penser qu'à partir du moment où il y a ce raz-de-marée à l'Assemblée nationale, finalement, En Marche n'a pas un intérêt extraordinaire à vouloir conquérir le Sénat. Ils ne vont pas se battre pour conquérir le Sénat. Et je fais partie des gens qui pensent que le Sénat, si on s'en félicite, si on se félicite de l'existence du Sénat, c'est parce que peut-être l'Assemblée nationale ne fait pas correctement son travail, mais ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une condition d'une démocratie saine qui est deux chambres. Donc voilà, et je comprends tout à fait que Castaner... Pour en revenir à LREM au Sénat, donc on le rappelle, ils ont déjà un groupe composé de 29 sénateurs. Oui, qui sont essentiellement des sénateurs socialistes sortants. Oui. Ils essayent de rééquilibrer leur groupe en réussissant à convaincre ou à débaucher, si on est négatif, quelques sénateurs sortants de droite. Mais le discours de La République En Marche a changé au cours de l'été. Au départ, il voulait bouter Gérard Larcher hors du plateau, comme on dit. C'est-à-dire conquérir, avec François Patriat d'ailleurs, la majorité au Sénat. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était totalement irréaliste. Et surtout, l'avalanche de mesures extrêmement mal ressenties par les élus locaux, et au premier rang desquels les maires, la suppression des emplois aidés, la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales, ont tout fait pour dissuader les grands électeurs sénatoriaux de voter pour les candidats de La République En Marche. Donc aujourd'hui, peut-être quelques gains, effectivement. La gauche, on n'en parle pas assez, est très menacée par ce renouvellement, puisque, comme l'ont rappelé les étudiants tout à l'heure, la moitié à peu près, 171 sur 348, des sénateurs sont renouvelables, et surtout des sénateurs de gauche. Donc le Parti socialiste a beaucoup à perdre, va sûrement en perdre au moins une dizaine, voire une vingtaine, et les groupes communistes et écologistes peuvent disparaître, puisqu'il faut au moins 10 sénateurs pour se maintenir avec un groupe au Sénat. Philippe Adef, ça va suffire cette fois de porter l'étiquette LREM pour ces élections sénatoriales? Non, mais je crois que M. Castaner a tout dit. En Marche n'existait pas avant les élections municipales. Et donc, par la force des choses, les grands électeurs ne se tourneront pas de façon naturelle vers La République En Marche. Pour ce que disaient les dernières mesures du président sur les contrats aidés, ça a dû marquer véritablement les grands électeurs, tous ces élus de proximité qui sont aujourd'hui dans une situation un peu inextricable, sans savoir véritablement comment ils vont s'en sortir. Ça m'étonnerait qu'il offre un bon point à En Marche pour ces élections sénatoriales. Oui, puis en plus, si on observe la courbe descendante du président de la République, regardez ce dernier sondage YouGov dévoilé le 7 septembre 2017 pour le JDD et Europe 1. Le président de la République ne présente plus que 30 points de cote de popularité, moins 13 points. La lune de miel est terminée, Mourad Guichard? Oui, je pense qu'elle est salement amputée. Quand on prend alors on peut parler de démagogie pour d'autres présidents, mais quand on prend les premières mesures fortes des présidents de la Ve République, c'est généralement des choses positives, des choses qui, je pense évidemment à l'abolition de la peine de mort, je pense au temps de travail, à la réduction du temps de travail. Là, les premières mesures sont des mesures de sabrage, et y compris, il y a eu l'affaire des APL, qui est complètement incompréhensible. Donc là, il s'est mis à dos une partie de la population, une partie de l'électorat. Je rappelle qu'il a quand même été très très mal élu en termes de mobilisation. Donc il se met à dos une partie de l'électorat. Ensuite, effectivement, les collectivités, moi je pense, je suis entièrement d'accord, ça va peser forcément, en plus du choix naturel des gens, des électeurs, des grands électeurs issus des partis, ça va jouer, l'affaire de la taxe d'habitation et l'affaire évidemment des emplois aidés va énormément jouer. Et tout ça se ressent effectivement dans les sondages d'opinion. C'est très difficile. Je vous invite à aller voir Castaner sur France Inter, essayer de justifier la fin des emplois aidés. C'est très très compliqué pour eux. Et on va le voir à présent, on va revenir à notre région, un centre Val-de-Loire, voir un petit peu quels temps forts vont toucher cette région. Et en particulier, on voit ça avec vous, Philippe Adef, à Tours, avec Serge Babary, qui postule pour ces élections sénatoriales, alors. Eh bien, Serge Babary, il part au sénatorial. Tout le monde l'imaginait depuis quelques mois. Et ça se bagarre, Et ça se bagarre à la mairie. C'est-à-dire que déjà, l'organisation même, la structuration même de la majorité municipale était un peu complexe et ça se chicanait un petit peu dans les couloirs. Là, Serge Babary qui part et c'est immédiatement la guerre interne pour savoir qui prendra la place du patron. Alors, et on n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est une guerre justement entre les Républicains où il y a l'UDI qui s'est mis un petit peu aussi, Pierre Laurent. Il faut se rappeler l'origine. Pourquoi Serge Babary est-il maire de Tours? Tours qui est une ville de gauche.
parce que Jean Germain l'a perdu. Suite à différentes affaires, l'électorat de gauche a sanctionné Jean Germain. Absolument. Un maire de multiples fois sortant, qui fait 30 et quelques % des voix aux élections municipales, c'est qu'il y a un problème. Bon, Serge Babary avait été choisi comme candidat, il était président de la CCI de Touraine, par défaut, parce que justement la droite se disait il n'y a aucune chance de battre Germain. Bon. Il reste 3 ans maire de Tours, il y a déjà une lutte de succession, et on sait bien qu'aujourd'hui, de toute façon, et là est le vrai débat, le pouvoir, il n'est plus dans les mairies, même de chef-lieu, il est à la métropole. Donc le vrai patron à Tours, c'est M. Briand. Ce n'est pas M. Babary ou son successeur. Ce qui expliquerait un petit peu son départ. On part sur un candidat qu'on a l'habitude de voir et de revoir au fil de ces élections sénatoriales. Jean-Pierre Sueur, 70 ans, déjà 2 mandats comme sénateur dans le Loiret. Mourad Guichard. J'ai envie de dire pas de sénatorial sans Jean-Pierre Sueur. Hein. C'est un peu l'invité obligé. Non, Jean-Pierre Sueur, très sérieusement, pour le coup, après une défaite assez problématique pour lui, hein, y compris sur un plan personnel, plusieurs défaites d'ailleurs au municipal, a, je crois, trouvé sa voie naturelle. Après, il y a un problème d'âge et de nombre de mandats successifs. On va y revenir. Oui, mais je trouve que pour le coup, il fait un travail absolument... il fait un travail de terrain qui est indéniable, quel que soit le camp dans lequel on se situe. Il est, on continue, on va avancer un petit peu avec Laurent Baumel. C'est un petit peu sa candidature de la dernière chance, hein, ces élections sénatoriales. Oui, comme probablement beaucoup de candidats socialistes. Son implantation locale va peut-être l'accompagner, l'aider, mais ça va être quand même très difficile, quoi qu'il en soit. Mais pour revenir sur Jean-Pierre Sueur, puisque la problématique est un peu la même, à la différence près, c'est que Baumel, lui, a combattu François Hollande. Jean-Pierre Sueur, lui, l'a accompagné. Les électeurs s'en rappelleront-ils? Il y a eu Macron depuis. Allez, on continue un petit peu. On va écouter une petite chanson. Le jour où j'obtins sa foi, un sénateur vint chez moi. Quel honneur, quel bonheur à monsieur le sénateur. Est-ce que vous connaissez cet air ? Non, je suis trop jeune. Qui date un petit peu. Alors, je vous donne 2-3 infos. Il s'agit de la chanson Le Sénateur de Germaine Montero, une chanson enregistrée en mars 1955, il y a plus de 62 ans, date à laquelle, à 3 exceptions près, tous nos sénateurs actuellement élus étaient nés. Alors, est-ce que ça vous fait réfléchir, cette moyenne d'âge de 67 ans? Alors, ce qui me fait réfléchir d'abord, c'est la date de 1955, parce que c'était juste après une révision constitutionnelle sous la 4e République, où le Sénat, qui avait été débaptisé à la Libération, parce que Sénat, ça faisait vraiment très conservateur, on l'appelait le Conseil de la République, et en 1954, il y a une révision constitutionnelle d'Edgar Faure, et il retrouve sa dénomination de Sénat. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette chanson. Il retrouve cette dénomination. Voilà. Et la longévité de ses membres, effectivement. Alors là, les candidats marquent un petit rajeunissement, puisqu'ils ont en moyenne 54 ans. Hein, petit rajeunissement, en début de mandat. Petite féminisation aussi, Philippe Adef, et on va conclure. Oui, petite féminisation. Alors je dirais qu'à la limite, le point le plus marquant, c'est le Loiret, puisqu'on n'a que des têtes de liste masculines, à l'exception de La République En Marche. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, depuis 2002, on a toujours eu des représentants orléans. Merci beaucoup. On conclut. Je suis désolée, il ne nous reste plus que quelques secondes. Pierre Laurent, Mourad Guichard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Philippe Adef, on vous redécouvre, on vous lit dans la Tribune Hebdo qui vient de changer sa maquette. Enfin, n'oubliez pas, pour plus d'informations, pour revoir Dimanche en politique, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et sur Facebook. Dimanche prochain, émission spéciale en direct et en extérieur.